en lisant sur le perron, par un après-midi, on se disait c'est si bon, se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre, pour s'occuper des autres, on se fait des accroires, en se contant des histoires. Dans la pièce Appelez-moi Stéphane de Louis Saillat et Claude Meunier, on se retrouve dans une école de comédie. Un petit peu amateur, menée par Stéphane, un comédien raté. Alors vous allez voir ce que ça peut donner, une séance où on essaie d'apprendre à jouer au théâtre. Allez, on répète en marchant! Ha ha, Family Prix! Family Prix! On prononce bien, on descend! Ha ha, Family Prix! Family Plus fort, plus bas, de l'intention, Family Prix! Ok. On va continuer à battre le fer pendant qu'il est chaud, mais là, on va se servir de notre tête, par exemple. On va faire ce que j'appelle de l'improvisation. Je vais vous donner un thème que je vais choisir au hasard. Puis, à partir de là, je vais nommer un couple qui va aller mimer en parole. OK. Alors, Gilberte. Oui? T'as 18 ans, puis t'es une grande danseuse de ballet. Je suis meilleure pour passer le ballet que pour le danser. C'est pas grave. T'as 18 ans, tu danses comme une fille. Puis tu viens de gagner une bourse pour aller étudier à Prague, mettons. Mais le problème, c'est que t'es amoureuse d'un jeune étudiant en géographie, c'est-à-dire Jean-Guy. Et puis, il faut que tu y annonces quand vous allez être obligés de vous séparer. Arrêtez, m'a broyé! OK, Jean-Guy. Bon. Ça fait que là, Gilberte, là, tu te mets là, puis là, t'es dans ton salon, puis t'attends que Jean-Guy arrive. OK, ça fait que là, Jean-Guy, là, va-t'en, là, puis là, allez, vas-y, Gilberte, là, commence à l'attendre. Mais qu'est-ce que je fais pour l'attendre? T'es une danseuse de ballet. Attends comme une danseuse de ballet. La. Me semble que j'ai de la niaiseuse. Non, tu l'as, continue, c'est intéressant. La. Y arrives-tu là? Oui, il s'en vient, continue, ça va bien. La. Ben qu'est-ce qu'il fait, coudonc? Toc. Rentrez. Salut mon tutu, comment ils vont tes jambes aujourd'hui? Oh, mon amour! C'est affreux! J'ai appris une nouvelle affreuse. J'ai tellement peur de te l'annoncer! Voyons donc, je te casserai pas les deux jambes. J'ai gagné une bourse! Oh non, moi qui voulais t'en acheter une pour Noël. Non! Pas une bourse pour femmes, une bourse pour Prague! Oh, Prague! Capitale de la Tchécoslovaquie, avec ses 3 millions d'habitants, pays réputé pour sa choucroute et son musée de dentier. Oui, mais mon amour, si je m'en vais, je vais être obligée de partir! Probablement, oui, mais une fois rendu en Tchécoslovaquie, m'a dit comme ce gars, check-toi! Ah, hey, là, y a-tu le droit, lui, là, de niaiser de même, là? Hein? Parce que, tu sais, si vous niaisez, là, moi aussi, je suis capable de niaiser. C'est correct, Gilberte. J'ai vu ce que je voulais voir, puis j'allais le dire, là. Jean-Guy, l'improvisation, ça se fait à deux. Je trouve ça plate que tu tombes dans la facilité. N'importe qui peut glisser sur une pleure de banane. Si ta bande s'en irait en Tchécoslovaquie, là,
Tu y écrasais une tarte à la crème d'en face, hein? Ben, je pensais qu'on pouvait faire des jokes. Je savais pas que c'était triste, moi, une improvisation. Écoute, Jean-Guy, fais-moi pas dire des niaiseries, OK? J'aime pas ça. De toute façon, tout ce que je voulais voir, c'est tes limites, puis disons que je les ai vues. L'enfant. Gilberto aussi, je les ai vus. Puis laisse-moi te dire que ça commence à grouillir. T'aurais pu faire quelque chose. Ah, merci. Le seul problème, c'est que tu te servais pas assez de ton ventre. Ça parle, un ventre. Ben, c'est dur de parler du ventre. C'est une question technique. Ça s'ouvre un ventre. Pas besoin d'avoir une crise d'appendicite pour ça. Vous êtes tous assis, là. Là, on va se parler un petit peu entre la taille puis les épaules. Moi, je vous avertis tout de suite, j'ai le ventre dur d'oreille. Fais-toi-en pas, on va l'enlever, la tire dans ton nombril, OK? On va faire ce que j'appelle une séance de visualisation libératrice. Laissez vos corps mous. Oubliez vos os, là. Filez guenilles. Fermez les yeux! C'est ça, Gilberte! Oubliez votre face! Laissez tomber vos bras par terre! Respirez agréable! Vos jambes s'en vont! Vos orteils partent avec! Dites-leur bonjour! Bonjour. C'est ça! Il n'y a plus personne dans votre linge! Vous êtes ailleurs! C'est à peine si vous m'entendez! Je suis loin! Vous flottez sur un nuage! Oh, ouais, flotte plus, Jean-Guy! Et toi aussi, Gilbert, flotte! Ah, excusez. On voit blanc! Hey, moi, je vois comme des pitons. C'est ça le blanc! C'est les pitons! Respirez, là! Je veux vous voir respirer! Vous êtes un gros poumon! C'est de plus en plus blanc pour d'autres! Il y en a de plus en plus de pitons! Oups! Là, on commence à descendre. On arrive sur le bord d'un lac avec une belle plage. Hey, il fait chaud! Le soleil nous grille en face! Ah! Ah, c'est ça, c'est beau! Continue, Jean-Guy, ça va venir! Ça va venir! OK. Et là, il se passe quelque chose, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Pensez à ce qui vous tente! C'est l'été, sur une plage, pensez-y! À quoi tu penses, Gilberte? Ben, c'est bête à dire, mais je vois mon mari qui fait cuire des steaks sur le barbecue. Ben, c'est bien correct! Essaye de pogner l'odeur des steaks, là! Essaye, là. Hey, les autres, continuez à profiter de la journée, il fait beau! Ah, c'est assez bien. Hey, t'as l'air bien! Les autres aussi se sentent bien. À quoi tu penses, Jean-Guy? Ben, j'attends que les steaks soient prêtes. Dans le roman Le Cirque, Michel David, son auteur, nous amène dans une école. Une école où ça ne se passe pas très bien. On va assister au premier jour de Gilles dans cette école secondaire. Gilles qui sera joué par Daniel. Il va rencontrer des collègues de classe, à dire nous deux. C'est ton premier jour? Oui, Gilles Provost, professeur de français. Ah, ben Charles Roy, éducation physique. D'où est-ce que tu viens? De René Goupil. À Saint-Léonard. C'est ça. Ah, eh ben mon vieux, tu vas trouver que ça bouge pas mal plus ici. Bienvenue dans le cirque. Le cirque? C'est comme ça qu'on appelle Montaigne entre nous. Moi, c'est Micheline Durand, professeure d'économie familiale. En fait, tu vas vite découvrir que c'est plutôt une vraie maison de fous. Ça fait longtemps que vous enseignez ici? 5 ans! Depuis son ouverture. Et je peux te garantir que travailler ici, ça fait vieillir son homme. Pas vrai, Micheline? Ah, ça, tu peux le dire. Et sa femme aussi. En tout cas, j'ai le bonheur de vous annoncer à tous les deux qu'il me reste exactement 109 jours à faire. Dans exactement 109 jours, salut la compagnie, je pars en retraite. Ouh, chanceux, va. Moi, il me reste encore 10 ans à faire. J'ai dit 109 jours. Mais ça,
c'est dans le pire des cas. Normalement, je m'arrête le 31 janvier, mais j'ai déjà demandé au bureau du personnel de me libérer pour les fêtes. Avec un peu de chance, le 22 décembre, je viendrai vous faire mes études. Tiens, oh, parlant de cirque, voilà notre bouffon en chef. Qui est-ce? Raymond Garand, notre bien-aimé directeur. Si on avait le choix entre lui et rien, on choisirait rien. Ça serait moins nuisible. Regardez bien. Il va tout simplement attendre que les gens se décident à arrêter de parler entre eux. Faire preuve d'autorité est au-dessus de ses forces. Il est aussi comme ça avec les élèves. Et tu peux me croire, il se gêne pas pour en profiter. Moi, je l'ai connu quand c'était prof à Pointe-aux-Trembles. Ses élèves lançaient des chaises par les fenêtres pendant qu'il avait le dos tourné. Ben voyons. Ah, attends, tu vas sûrement avoir d'autres surprises avant la fin de la journée. As-tu eu le temps de visiter l'école Montaigne au moins? Non, j'ai su seulement vendredi après-midi que je commençais ici. Comme ça, tu n'as même pas une idée du local où tu vas enseigner? Tu sais au moins comment la polyvalente est divisée? Oh. Bon, ben, laisse-moi te faire un petit topo. Montaigne, d'après moi, c'est d'abord une expérience qu'un architecte un peu fou a voulu tenter. Et là, la commission scolaire, il y a eu du monde assez bête pour le laisser faire à sa tête. Ah, celui-là, si je le tenais, je le crucifierais sur un mur. Tu vas t'apercevoir qu'il y a que 2 classes à l'extrémité de chaque couloir qui ont une fenêtre. Partout ailleurs, il n'y a que des murs pleins. Pas besoin de te dire que ces classes-là, hein, au bout, ils appartiennent aux profs les plus anciens ou les plus têteux. Notre architecte a été tellement brillant qu'il est parti du principe que l'élève ne pourrait être que distrait par la vue de l'extérieur. Comment on aère notre classe? Oh, ben c'est ça, justement, le plus génial. Tiens-toi bien. Il y a un grand pédagogue, quelque part au ministère de l'Éducation, qui a accepté l'idée, il y a 5 ans, qu'on expérimenterait de grandes aires à Montaigne. Il paraît que ça marchait très bien aux États-Unis. Ah ben, alors, on les a essayés pendant 2 ans, et Garand, le directeur, il croyait, lui, dur comme fer. Tu sais que... Enfin, est-ce que tu sais ce que c'est, les grandes aires? Aucune idée. Ah. C'était un grand local où on recevait en même temps jusqu'à 140 élèves. 4 groupes, en fait. Comment ça fonctionnait? Ah, c'est simple. Un prof enseignait au grand groupe pendant que 3 autres faisaient la police. Ensuite, chacun s'occupait de son groupe et donnait les explications nécessaires. Ça devait être difficile à contrôler. Ah, tu peux le dire. Le bruit était assourdissant. Les élèves venaient en cours quand ils le voulaient et les profs ne se gênaient pas pour manquer, eux aussi. En fait, c'était le bordel intégral. Une chance que c'est fini. Ouais, sauf que tu vas vite te rendre compte qu'on a hérité de quelque chose de fort désagréable. Ouais. La commission scolaire a fini par se décider, il y a 2 ans, à séparer chaque grande aire en 4 locaux avec des murs de liège recouverts de tissu. Ça doit bien isoler, non? Le problème n'est pas là. Chaque grande aire avait 4 bouches d'aération au plafond. 2 qui poussaient l'air frais, puis 2 qui aspiraient l'air vicié. Quand on sépare les aires, on n'a pas tenu compte de ça. Le résultat est intéressant. On gèle comme des rats dans 2 classes parce que c'est là où se trouvent les bouches d'air pulsé, puis on crève de chaleur dans les 2 autres parce qu'on n'a pas d'air frais. C'est brillant, non? On a beau se plaindre à chaque année, la direction fait rien pour régler le problème. Pour cet extrait, on se retrouve avec Marcel Pagnol dans un de ses écrits qui s'appelle Topaz. En fait, Topaz est un enseignant dans une école de garçons, un très bon enseignant par ailleurs. On retrouve également son directeur, Monsieur Muche. Mais là, comme ça arrive bien souvent à l'école, il y a un parent qui se pose des questions concernant son enfant qui est élève de Monsieur Topaz. Donc, ce sera la baronne qu'on retrouvera dans cet extrait avec Monsieur Muche et l'enseignant Monsieur Topaz.
Monsieur Topaz, Madame la baronne, Peter Vergnol désire vous parler. Ah, monsieur le directeur, je suis à votre entière disposition, quoique ma leçon ne soit point terminée. Il serait peut-être préférable, dans l'intérêt des élèves... La matière ne souffre point de retard. Mes enfants, vous pouvez aller jouer. J'ai prévenu Monsieur le Ribouchon qui les surveillera. Le charmant enfant. Oh, je viens vous demander, Monsieur Topaz, ce que vous pensez du travail de mon fils Agénor. Madame, je serais très heureux de vous le dire, mais je préférerais que cet enfant n'entendît pas notre conversation. Excellent principe. Allez rejoindre vos camarades. Enfant sympathique et bien élevé. Vous savez, il vous aime beaucoup, monsieur. Il parle souvent de vous à son père en des termes qui marquent une grande estime. J'en suis très heureux, madame. Je tiens à mériter l'estime de mes élèves. Vous l'avez, mon cher Topaz. Je dirais même que vous avez gagné leur affection. Et en fait, l'enfant vous apprécie à tel point qu'il a exigé que je vienne vous demander des leçons Tout à particulières. votre louange. Ah ben, j'en suis très flatté, madame. Il en a eu envie comme d'une friandise ou d'un jouet. C'est charmant, n'est-ce pas? Alors je viens donc vous dire, monsieur, que vous lui donnerez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez au prix que vous fixerez. Très significatif. Oh, quand on a la chance de rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on puisse faire, bien sûr, c'est de s'en remettre à lui entièrement. Madame, je suis confus. Ah, et de quoi seriez-vous confus? D'être la perle des professeurs? Oh, madame. C'est donc entendu. Vous viendrez chez moi demain soir et vous me mettrez au courant de ce que vous aurez décidé pour le nombre et le prix des leçons. Ah ben, c'est entendu, madame. Je vais vous dire d'ailleurs tout de suite quelles sont mes heures de liberté. Oh, demain. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une affaire qui me tient à cœur. Oh, une bagatelle qui sera promptement rectifiée. De quoi s'agit-il, madame? Je viens de recevoir les notes trimestrielles de mon fils et je n'ai pas osé montrer ce bulletin à son père. J'ai déjà expliqué à Madame la baronne qu'il y a eu sans doute une erreur de la part du secrétaire qui a recopié vos notes. Je ne crois pas, monsieur le directeur, car je n'ai pas de secrétaire et ce bulletin a été rédigé de ma main. Madame la baronne, qui vient de vous demander des leçons particulières à 3 enfants dans notre maison, et je lui ai moi-même de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serais pas étonné qu'il y ait eu une erreur. Pourtant, ces notes sont bel et bien celles que j'ai données à l'élève. Mais comment? Français, 0. Calcul, 0. Histoire, 1 quart. Morale, 0. Alors, regardez bien, monsieur Topaz, regardez de plus près avec toute votre perspicacité. Oh, c'est vite vu. Il n'a eu que des zéros. Je vais vous montrer mes cahiers de notes. Écoutez-moi, mon cher ami, il n'y a pas grand mal à se tromper. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Voulez-vous être assez bon pour refaire le calcul de la moyenne de cet enfant? Bien volontiers, ce ne sera pas long. Aurez-vous bientôt, Madame la baronne, l'occasion de rencontrer Monsieur l'inspecteur d'académie? Je le verrai mercredi, car le mercredi soir, il a couvert chez moi, et c'est un ancien condisciple du baron. Il a pour nous une très grande amitié. Il a beaucoup d'estime pour notre ami Monsieur Topaz, mais il n'a pas pu lui donner les palmes cette année. Il ne les lui a décernées que moralement. Oh! Monsieur Topaz aura son ruban à la première occasion, je vous le promets. Dis donc, mon cher ami, Madame la baronne promet que vous aurez réellement les palmes l'an prochain. Oh, ce serait vraiment une grande joie pour moi, madame. Cette nouvelle est pour moi plus que vous le pensez, madame. Vous avez retrouvé l'erreur? Mais non.
Il n'y a pas d'erreur. Voyons, soyez logique avec vous-même. Vous croyez, Madame la Baronne, quand elle vous dit que vous aurez les palmes, et vous ne la croyez pas quand elle affirme qu'il y a une erreur. Mais madame, je vous jure qu'il n'y a pas d'erreur possible. Sa meilleure note est un 2. Il a eu encore un 0 hier en composition mathématique. 11e et dernier, Peter Vernigol. Et pourquoi mon fils est-il dernier? Pourquoi dernier? Parce qu'il a eu 0. Parce qu'il a eu 0. Mais pourquoi a-t-il eu 0? Pourquoi a-t-il eu 0? Parce qu'il n'a rien compris au problème. Rien compris au problème. Mais et pourquoi n'a-t-il rien compris au problème? Je vais vous le dire, Monsieur Topaz, puisque vous me forcez à changer de ton. Mon fils a été le dernier parce que la composition était truquée. Était truqué! Oh, ceci est d'une gravité exceptionnelle! Oh! Le problème était d'une sorte de labyrinthe à propos de 2 terrassiers qui creusent un bassin rectangulaire. Ah! Je n'en dis pas plus. Madame la Baronne, n'en dis pas plus! Mais madame, après une accusation aussi infamante, il convient d'en dire plus. Calmez-vous, cher ami. Nierez-vous qu'il y ait dans votre classe un élève nommé Gigon? Un élève nommé Gigon! Nullement, j'ai un élève nommé Gigon. Un élève nommé Ah. Gigon? Mais quelle est la profession de son père? Je n'en sais rien. Le père du nommé Gigon a une entreprise de terrassement. Dans le jardin du nommé Gigon, il y a un bassin rectangulaire. Voilà! Je n'étonnerai personne en disant que le nommé Gigon a été premier. Que le nommé Gigon a été premier? Mon Dieu, madame! Mais je ne vois nullement le rapport. Mais le problème a été choisi pour favoriser le nommé Gigon. Mon fils l'a compris tout de suite. Et il n'y a rien qui décourage les enfants comme l'injustice et la fraude. Madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité, qui est entière, madame, qui est entière. Calmez-vous, je vous en prie. Certes, on peut regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père et par la nature même du bassin qu'il voit chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les données du problème. Ceci, d'ailleurs, ne se reproduira plus car j'y veillerai, mais d'autre part, madame, je puis vous affirmer l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je ne demande qu'à vous croire. Mais il est impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Mais madame, cet enfant est dernier. C'est un fait. Mais un fait C'est inexplicable. peut-être un fait, mais il est inexplicable. Mais non, madame, et je me charge de vous l'expliquer. Ah, vous vous chargez de l'expliquer. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Madame, cet enfant est en pleine croissance. Et très juste. Et physiquement, il oscille entre 2 états nettement caractérisés. Tantôt, il bavarde, fait teinter des sous dans sa poche, ricane sans motif et jette des boules puantes. C'est ce que j'appellerais la période active. Le deuxième est aussi net, une sorte de dépression. À ce moment-là, il me regarde fixement, il paraît m'écouter avec une grande attention. En réalité, les yeux 2 grands ouverts, il dort. Il dort? Ceci devient étrange. Vous dites qu'il dort. Si je vous pose une question, enfin non, plutôt si je lui pose une question, il tombe sur son bas. Allons, monsieur, mais vous rêvez. Non, madame, je peux vous parler dans son intérêt. Et je sais que ma franchise lui sera utile, car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Allons, mon cher Topaz, je crois que vous feriez beaucoup mieux de trouver l'erreur. Te laissez parler, monsieur Topaz. Je crois qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir? Regardez bien votre fils, madame. Il a un faciès terreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles, le regard incertain. Je ne dis pas que sa vie soit menacée par une maladie aiguë, non. Je dis qu'il a probablement des végétations
Ou peut-être les vers solitaires, ou peut-être une hérédité chargée, ou peut-être les trois à la fois. Ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. Mais qu'est-ce que c'est que ce galvaudeux m'embouché? Monsieur Topaz, Madame la Baronne... Mais madame! Un pion galeux qui se permet de juger les pitards vergnols? Monsieur Topaz, c'est incroyable, vous jugez les pitards vergnols. Un crève-la-faim qui cherche à raccrocher les leçons particulières? Mais je parlais en toute sincérité. Et ça court après les palmes! Mais madame, je les ai déjà moralement. Moralement, faites des excuses, monsieur, au lieu de dire pareille niaiserie. Chère madame... Monsieur Muche, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire mes 3 fils, séance tenante. Quant à ce bulletin hypocrite, voilà ce que j'en fais. Alors, le prochain extrait que nous allons vous faire vient des filles de Caleb, d'Arlette Cousture. Dans cet extrait, nous serons dans la classe d'Émilie Bordelot pour la visite annuelle de l'inspecteur. Voyons voir. La classe était en émoi. Les commissaires avaient avisé Émilie que l'inspecteur ferait sa visite le 3 juin. La journée fatidique était arrivée. Émilie avait écrit une note aux parents leur demandant d'endimancher leurs enfants. L'inspecteur ne faisait qu'une visite annuelle et Émilie, qui terminait sa première année d'enseignement, se devait de démontrer ses talents d'enseignante si elle voulait être réembauchée l'année suivante. Les enfants avaient passé toute la veille à astiquer les locaux. L'inspecteur arriva 2 heures avant la fin de la journée. Les vêtements étaient un peu défraîchis, les visages moins propres, les mains plus graisseuses. La visite de l'inspecteur faisait habituellement trembler les enfants, surtout les premiers de classe, qui étaient interrogés plus souvent qu'à leur tour, histoire de montrer le grand talent de l'institutrice, histoire aussi, sans doute, de ne pas humilier inutilement les autres. Qui peut me réciter les commandements de Dieu? Tiens, toi! 3 élèves. C'est bon. C'était Marie-Sylvain. Ouais. On est obligé de reprendre ça du début. OK. Recule plus. Non, mais pourquoi ça? Ben, Oh, laisse ça, On tourne, est pas laisse ça, là. laisse ça. on laisse rouler. Laisse rouler. Est-ce que tu veux faire face Pense à reculer. Oui, c'est le reculé là, qui m'a... C'est ça, pense à reculer. C'est bon. Qu'est-ce que tu allais dire, Francis? Est-ce que tu lui fais refaire Oui. l'introduction? Oui. La Bon, tant qu'à présentation? faire. Tant qu'à faire. Ouais. OK. Ça va paraître. Sinon, je vais voir la pluie. D'accord. Alors, nous vous présentons maintenant un extrait des filles de Caleb d'Arlette Cousture. Dans cet extrait, nous serons dans la classe d'Émilie Bordelot en fin d'année, alors que l'inspecteur fait ses visites dans toutes les classes. Voyons voir. La classe était en émoi. Les commissaires avaient avisé Émilie que l'inspecteur ferait sa visite le 3 juin. La journée fatidique était arrivée. Émilie avait écrit une note aux parents leur demandant d'endimancher leurs enfants. L'inspecteur ne faisait qu'une visite annuelle et Émilie, qui terminait sa première année d'enseignement, se devait de démontrer ses talents d'enseignante si elle voulait être réembauchée l'année suivante. Les enfants avaient passé toute la veille à astiquer les locaux. L'inspecteur arriva 2 heures avant la fin de la journée. Les vêtements étaient un peu défraîchis, les visages moins propres, les mains plus graisseuses. La visite de l'inspecteur faisait habituellement trembler les enfants, surtout les premiers de classe, qui étaient interrogés plus souvent qu'à leur tour, histoire de montrer le grand talent de l'institutrice, histoire aussi, sans doute, de ne pas humilier inutilement les autres. Qui peut me réciter les commandements de Dieu? Tiens, toi! Marie se leva et répondit correctement à la question. Qui peut épeler le mot imbécilité? I-M-B-E accent aigu, C-I-L-I-T-E Non. accent aigu. Non, imbécilité. Mademoiselle Bordelot,
Quel est votre meilleur élève en épellation? Rosé Pronovo. Rosé Pronovo, pouvez-vous m'épeler imbécilité? Monsieur l'inspecteur, j'épellerai le mot comme on vient de l'épeler. Et vous êtes la meilleure? Et vous êtes incapable d'épeler imbécilité? Je vais vous dire comment on épelle ce mot-là, à moins que mademoiselle Bordelot veuille le faire à ma place. Il y avait 2 L. Bon. Maintenant, je veux que quelqu'un épelle le mot « ou », comme dans le mois d'août. Rosé leva la main, l'inspecteur l'ignora et précisa qu'il voulait qu'un petit réponde à cette question. Il leur demanda de se lever tous. Les petits obéirent. Aucun ne réussit à épeler correctement le mot. Ils oubliaient tous l'accent circonflexe. Émilie commençait à désespérer. Je veux le singulier du mot « épousaille ». Accent aigu, P-O-U-S-A-I-L-L-E. Non! Épousaille n'a pas de singulier. Allez-vous vous en souvenir? Épousaille n'a pas de singulier. Pensez-y! Je vous donne un truc pour que vous vous en souveniez. Il y a toujours 2 personnes qui s'épousent. Rappelez ça. Épousaille n'a pas de singulier. Les élèves répétèrent la phrase en y mettant tout le cœur qui leur restait. L'inspecteur se calma. Il leur sourit et les invita à quitter l'école après leur avoir donné congé de leçon. Les élèves ne se firent pas prier. J'ai entendu parler de vous. Il paraît que vous n'avez pas froid aux yeux, que vous êtes savante. Il faudrait passer un peu de votre savoir à vos élèves. On ne peut pas dire qu'ils soient très forts en épellation. Je vais essayer de faire mieux l'année prochaine. Ah, il faut rire, mademoiselle. Voyez-vous, je suis un vieux farceur. Quand des élèves ont toutes les bonnes réponses, je m'ennuie terriblement. Alors, pour rompre cette monotonie, j'ai fait une liste de questions difficiles, simplement pour les fouetter un peu. Et l'institutrice... mais ma liste de mots, je ne la sors pas fréquemment, uniquement quand l'institutrice fait bien son travail. Bon, on s'amuse comme on veut, voyez-vous, on peut, hein? Est-ce que ça veut dire que vous allez me garder l'année prochaine? Évidemment! Vous êtes sans pareil. Saint-Tite peut se vanter d'avoir une bonne petite école de rang. Parlant de Saint-Tite, ça me fait penser qu'hier, j'étais à Saint-Stanislas. Il y aura une école de libre l'année prochaine. Voulez-vous que je vous recommande? Je vais y penser. Si je décidais d'y aller l'année prochaine, je vous le ferai savoir. J'apprécierais un bon mot. Ben, songez-y. Votre famille serait contente de vous savoir à la maison. Je vais en parler avec eux autres. Faites cela. Bon, moi, je dois vous quitter demain au matin dans une école à Saint-Thècle. Je préfère m'y rendre ce soir. Mes hommages, mademoiselle. Vous avez vraiment une belle vocation. L'inspecteur quitta l'école en ricanant, apparemment très fier de son après-midi. Émilie s'obligea à demeurer sur la galerie, à lui envoyer la main jusqu'à ce qu'elle perde la calèche de vue. Dès que le nuage de poussière disparut, elle entra dans l'école, épuisée. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut,